et donc à nos partenaires pour cet événement OnePunt qui nous invite dans ces super locaux. Merci Ingrid et Angel pour votre aide et pour votre intervention. Et nos deuxièmes partenaires, qui est People at Work, donc Anne-Cécile, qui est rédactrice en chef du même magazine et qui anime cette table ronde ce soir. Alors, juste avant de commencer, je voudrais juste vous expliquer qui on est, la Happy Tech. On est un mouvement en fait qui a été fondé en 2017 par plusieurs personnes, dont notamment Angelica qui est présente ici, et Samuel Métias qui est président de l'association. C'est un mouvement en gros qui a été fait pour mettre en avant l'expérience collaborateur. Donc, on a plusieurs membres, on a une quarantaine de membres présents aujourd'hui. C'est des startups, des PME, des TPE qui ont tous ou quasi une innovation tech pour améliorer l'expérience collaborateur ou la qualité de vie au travail. Donc, en fait, nous, l'expérience collaborateur, on le voit sous un pilier, sous une pyramide. Donc, il y a le moi, donc c'est toutes les solutions qui sont en lien directement avec le collaborateur. Donc, ça peut être la santé physique, la santé mentale. Il y a le nous, donc là, c'est vraiment le collaborateur avec ses collègues ou son manager. Et ensuite, il y a le autour de nous, là, c'est l'environnement de travail. Donc, on aime bien dire qu'on a vraiment une vision 360 degrés de l'expérience collaborateur parce qu'il y a des solutions qui vont arriver, qui sont toutes différentes, qui vont arriver avant en fait l'arrivée de la personne dans l'entreprise, par exemple sur le recrutement. Ensuite, dès qu'il arrive sur l'onboarding, pendant en fait sa vie jusqu'à la fin de sa vie dans l'entreprise. Voilà. Ensuite, sur la Happy Tech, comment ça se concrétise ce qu'on fait? On organise des événements mensuels. Donc, ça peut être du type after work, table ronde, comme ce soir. Des after work aussi entre membres. On crée du contenu. Notamment, on va lancer un livre blanc sur le future of work pour décembre. Et aussi sur différents webinaires ou autres types d'événements, par exemple le Summit Happy Tech qu'on organise une fois par an, où là, c'est nos membres qui exposent. Donc, si vous voulez voir différentes innovations technologiques, n'hésitez pas, ça va être en mai prochain. Si vous avez d'autres questions sur la Happy Tech pour pouvoir rejoindre ou en tant qu'entreprise, pour pouvoir connaître nos différents membres, nos différentes solutions, n'hésitez pas à venir nous voir avec Carmen juste après la table ronde pour l'afterwork. Voilà. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Laure. Oui, bienvenue dans ce superbe lieu. J'ai eu la chance d'y être invitée il y a quelques mois, peut-être une année. J'avais interviewé Hugo Deschamps, qui est ethnologue d'entreprise et consultant ici chez OnePoint. Et c'est une entreprise et des collaborateurs, une organisation extrêmement inspirante et les lieux également. Ça tombe bien, on en parle ce soir. Alors, ce qui m'a fait sourire, et je l'ai partagé avec Flore quand on a commencé à travailler ensemble sur cette table ronde, c'est que dans Office Happiness Manager, on a 3 concepts, 3 univers, 3 idées, et je pense qu'il ne suffit pas d'une soirée pour décrypter tout ça. Si vous avez du temps, moi j'ai toute la nuit, mais on va essayer vraiment de décortiquer tous ces mots qui évoluent au fur et à mesure, qui sont peut-être encore en évolution et demain, ils revêtiront une vérité encore différente. On va accueillir nos experts pour détricoter un peu ces thématiques. Alors, vous l'avez vu déjà, parce qu'il prend des selfies énormément. C'est Angèle chez Lala, il est Feel Good Leader chez OnePoint. Ingrid Nibreu, pardon. J'ai envie de le faire à la roumaine. Je suis désolée, à chaque fois c'est Nibreu, Event Manager chez OnePoint. Bonjour. Vous nous accueillez à domicile, merci beaucoup. Exactement. Angelica Mleczko, vous êtes conseillère en stratégie qualité de vie et conditions de travail. Et Manon Thomard, Office Manager et créatrice d'un podcast, qui est super. Ça s'appelle Kingdom. Il y a un super jeu de mots. Alors, justement, peut-être une petite prise de pouls un petit peu rapide sur
sur ces thématiques et surtout sur le mot happiness. Quand on a commencé et quand on a lancé le magazine People at Work il y a 3 ans, happiness était le mot interdit. C'est-à-dire qu'on voulait parler, de bien-être, on voulait parler d'être bien, on voulait parler d'expérience collaborateur, mais surtout pas de bonheur au travail parce qu'on ne voulait pas faire de fausses promesses. Que signifie pour vous aujourd'hui ce mot et est-ce qu'il peut être aussi une réalité aujourd'hui dans l'entreprise? Qui commence? Moi, je vais commencer. Alors, le mot happiness, pour rebondir sur la question, nous, on n'a pas eu la prétention de se dire, OK, on va toucher les personnes, ils vont être heureux. On va faire un environnement autour. Et c'est vraiment l'environnement pour donner le choix aux personnes de pouvoir interagir, être heureux avec, en fait. En gros, se donner le choix de pouvoir le faire dans les locaux, à l'extérieur, mais amener un peu leur énergie. Mais jamais entre, ah tiens, on a tout mis, on a mis un billard, on a mis un baby-foot, on a mis une table ronde, vas-y, kiffe. C'est pas possible. C'est que les gens, moi, je pense que c'est l'humain autour qui fait que ce mot est mis. Encore une fois, encore l'anglicisme happiness, joyeux. Moi, je pense qu'on est joyeux, c'est par nature. Donc, Non, je rejoins Angèle du coup sur cette partie. Donc forcément, c'est ce qu'on met à nous en place c'est chez OnePoint. Hein, c'est des moyens pour accompagner le collaborateur dans son épanouissement de carrière professionnelle. Donc on n'est pas là pour lui provoquer, lui faire son bonheur réel sur toute sa durée, mais voilà, l'accompagner pour que chacun puisse se sentir un peu comme à la maison, puisqu'on passe beaucoup de temps au travail. Et donc du coup, faire en sorte qu'il se sente chez soi et qu'il puisse un petit peu s'épanouir dans son travail. Moi, je dirais que l'happiness, ça peut faire un peu justement le côté sulfureux, donc ça peut attirer l'attention. Et c'est peut-être aussi pour ça que le Chief Happiness Officer a écoulé beaucoup d'encre. Et c'est pour ça aussi, c'est peut-être intéressant de pouvoir débattre dans les entreprises, puisque jusqu'à présent, on s'intéressait de manière plus ou moins distante au bien-être du collaborateur, mais c'est surtout performance au bout de la clé. Et puis, tout doucement, avec l'ANACT, ils ont voulu intégrer les conditions de travail. Donc, c'est vrai que on a eu pas mal d'articles qui parlaient de bien-être au travail, de bonheur au travail, de la qualité de vie au travail. Voilà, on se cherche. Et je pense que même le titre en lui-même aujourd'hui n'est pas encore complètement, enfin la fonction du CHO n'est pas encore complètement définie. Et peut-être le challenge qu'on va avoir tous à relever, c'est d'accompagner les DRH pour découvrir ce métier, le créer en interne et qu'ils n'aient pas finalement cette crainte qu'on va leur piquer leur job. Et Manon? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà, mais pour moi, le bonheur au travail, c'est plutôt l'épanouissement effectivement du collaborateur au travail et comment on peut, nous, donc moi personnellement en tant qu'office manager, comment je peux l'accompagner dans cette démarche et effectivement pas lui apporter le bonheur sur un plateau doré parce que ce n'est pas possible. J'ai pas la prétention de rendre les gens heureux comme ça. Donc, je pense que ça se construit et on est plutôt là en partenaire de construction de son bonheur global dans sa vie. Et ça passe par le travail, puisqu'effectivement, ils y passent beaucoup de temps. Donc, il faut mettre les choses en place pour que ça contribue à leur bonheur global. Angèle, ce concept de partenariat, ça vous parle aussi? Qu'est-ce qu'on lui demande aujourd'hui à ce... alors, qu'est-ce qu'on lui demande? À ce poste-là, je redonne à César ce qui est à César. Il a été créé par David Layani, le fondateur d'OnePoint, en 2016. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans la boîte. Avant, j'étais sportif de haut niveau et j'avais un peu ce pied dans le sport, les voyages, l'entraînement, le dépassement de soi et connaître les gens dans le travail. Et en fait, déjà à l'époque, comme on dit, c'est nouveau, mais moi, déjà de l'époque, c'était on déménage, on arrive dans des lieux incroyables. Comment on connecte les gens? Et moi, l'idée, c'était, avec David, c'était d'être une sorte de rond-point et non qu'on fonctionne par communauté et pas par business unit. La différence entre une communauté et une business unit, c'est que c'est un collectif choisi. Donc, je suis expert en cybersécurité, mais je peux voir ce qui se passe dans le design. Je peux aller voir ce qui se passe dans le design. Mais je suis pas qui est dans le design. Attends, je demande à Angèle. Et je te mets en connexion. Je te mets en connexion avec la personne. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être une sorte de rond-point, de faire les liens et aider sur cette manière un peu holistique de dire, OK, je te donne les outils, crée la chose, je ne vais pas te fliquer. C'est à toi de faire les choses, par contre, t'embarques du monde avec toi. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être une sorte de rond-point, d'être une sorte de positif. Nous, on parlera plus précisément de votre podcast. Est-ce qu'on peut faire avec vous la distinction entre Chief Happiness Officer et Office Manager? Oui, je pense que c'est important parce que un Chief Happiness Officer est
pas forcément un office manager. Souvent, c'est plutôt très connecté à effectivement cette notion de communauté, de créer du lien, de souder les personnes entre elles et créer ce sentiment d'appartenance. Et donc, ça va parler d'événementiel, mais ça va être très rattaché au RH quand même. C'est beaucoup de ressources humaines. Enfin, oui, ça fait complètement partie des ressources humaines. Alors qu'un office manager va peut-être avoir cette partie-là dans son travail, mais pas que. Il va avoir aussi de l'admin, de la finance, parfois du droit, parfois la gestion des bureaux. Enfin, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans la fiche de poste d'un happiness manager de base. Moi, je ne peux pas faire ça, moi. Moi, je peux faire l'humain directement que les chiffres. Mais c'est pour ça que je travaille avec Ingrid. Angelica, vous formez les happiness managers. Quelles ont été les grandes étapes de l'évolution de ce métier? Est-ce que le métier que l'on connaît aujourd'hui sera celui de demain? Alors c'est vrai qu'au démarrage, beaucoup de personnes me posaient la question, est-ce qu'on peut faire ce métier à temps plein? Est-ce qu'on doit avoir une double casquette? Parfois, on me faisait aussi un retour d'expérience sur le fait qu'on avait beaucoup de stagiaires finalement qui faisaient le job de CHO. Donc voilà, donc, je pense qu'au démarrage était un peu chaotique. Il y a des entreprises qui assumaient pleinement cette fonction et au contraire communiquaient beaucoup sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, je pense à Nathalie qui est avec nous, à Nathalie Forestier de Just Eat à l'Oresto. C'est aussi comme ça que voilà, tout doucement la communauté s'est rassemblée par LinkedIn, parce que quelque part, on se sentait un peu isolé finalement dans ces jobs. Et on a eu envie aussi peut-être entre tous ces CHO confondus, quels que soient on va dire les titres qu'on pouvait avoir. Boiron avait appelé la maîtresse de maison. Voilà, d'autres chez OnePoint, c'est Feel Good Leader. Donc voilà, chacun en fait a composé, mais c'était surtout c'est quoi l'intention derrière en fait. Et c'est vrai que dans les formations, j'ai pu constater au démarrage, c'était souvent des personnes qui venaient à moi parce qu'ils avaient envie. Donc il y avait vraiment une démarche personnelle. Le temps a évolué et tout doucement, finalement, c'est aujourd'hui les entreprises qui m'envoient les stagiaires. Donc on voit que l'entreprise a franchi un cap. Néanmoins, je vois encore dans les grands groupes, il y a une certaine réticence. On est à peine en train de démarrer la démarche qualité de vie au travail, donc on y va pas à pas. On n'est pas encore complètement serein, en tout cas sur ces nouveaux métiers. Je t'en prie. Bah nous, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, nous, ce qui nous a, enfin pour ma part, c'est vraiment que c'est devenu de la part de David, donc le président fondateur, et Mathieu, qui est le DRH, secrétaire général, mais bien plus. Et en gros, ça venait, c'était très. L'idée vient, mais il faut que ça soit bottom-up. On va faire des sondages, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous allez animer l'espace? Partie du principe qu'on déménage, qu'on change de système managérial, on reviendra après, et qu'on rachète une boîte. Donc il y avait 3 pans, entre guillemets, et on passait à l'époque, c'était 800, 1600 personnes. Comme ça. Donc l'idée, c'était comment on allait emmener tout ça. Et du coup, comme c'est venu d'en haut, forcément, il y a une fluidité, une facilité. Si ça avait été l'inverse, j'aurais galéré un peu plus. Ce que vous disiez, Angelica, c'est qu'aujourd'hui, la demande vient d'en bas. Tout à fait, la demande vient d'en bas et alors elle est encore plus puissante quand elle est soutenue par la direction parce que déjà, quelque part, voilà, il y a cette connaissance et envie aussi d'y aller. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le propre même du job de CHO, c'est de pouvoir aussi rendre les gens acteurs et donc de travailler dans le collaboratif. On a développé énormément d'outils d'intelligence collective. Donc tout doucement, les entreprises parlent d'émotions, parlent de thématiques autour de la prévention santé. Donc voilà, il y a des sujets qui commencent à être, on va dire, tout doucement animés. Et l'idée, c'est de créer aussi, pourquoi pas, des comités. C'est pas d'avoir toujours, entre guillemets, une seule et unique personne qui va gérer ce poste, mais au contraire, d'embarquer d'autres collaborateurs pour que finalement, ce soit une philosophie, un art de vivre, finalement, comme beaucoup dans les pays nordiques, on est déjà voilà, sur ces thématiques-là. Et je pense à une entreprise qui aussi, pendant la période Covid, a eu envie de libérer les espaces. Et finalement, ils se sont passés en full remote total. Mais il y a eu une concertation entre la direction et le collaborateur. Est-ce que tout le monde allait être embarqué? Tout le monde était OK en soi. Donc, ils ont débattu, ils ont trouvé les avantages, etc. Et puis, finalement, le budget qu'ils ont économisé, entre guillemets, sur les espaces, ils les ont investis dans les rencontres, dans les kick-offs, dans les soirées, les événements pour se retrouver physiquement. Oui, Ingrid Nibreux, c'est bien ça aussi. On est vraiment là dans la réévaluation du modèle managérial aussi.
Exactement. En fait, nous, chez OnePoint, on n'a que seulement 3 niveaux statutaires. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, on est tout de même 3500 collaborateurs dans le monde. Les 3/4 sont en France. Et on a seulement ces 3 niveaux, donc qui nous permettent, donc, du coup, on a 3 niveaux. On a le statut associate, parce qu'on s'associe à l'aventure OnePoint. On a le statut donc plutôt leader, donc là, c'est plutôt le management et la production quotidienne. Et on a aussi les partenaires, donc qui sont là pour piloter à l'aide, donc du coup, avec l'aide de David forcément, donc du coup notre président OnePoint, pour piloter du coup tout l'ensemble de l'entreprise. Et Angèle nous parlera aussi par la suite plutôt de la partie expertise, je crois. Donc je ne sais pas si tu peux dire un petit mot sur ce sujet. En fait, on s'est dit comment on va faire évoluer les personnes parce que tout le monde ne veut pas être manager et tout le monde ne peut au bout d'un moment avoir une sorte de plafond de verre et se dire ok, bah, je suis obligé d'attendre un niveau pour être ou rémunéré ou être pris en compte. Et là, elle est en train d'être mise en place chez nous. Et c'est l'expertise, enfin la connaissance de la personne. Si tu es expert en cybersécurité et que tu es reconnu comme ça, tu n'es pas forcément obligé d'être partenaire. Donc, du coup, nous, c'est un niveau de 1 à 8, entre guillemets. Le premier de 1 à 5, c'est dans l'expertise. De 5 à 6, tu commences à être l'équivalent de leader. Et après, de 7 à 8, tu es partenaire. Donc, tu es reconnu si on va faire des tables rondes, si tu vas aller à des endroits pour parler de OnePoint, tu vas être reconnu en tant que tel. Donc, c'est vraiment ce côté-là, un peu comment on évolue et comment on donne la parole aux collaborateurs. Et souvent, l'expertise et la mise en place du niveau du management à OnePoint, il est mis en place très vite. Au bout de 2, 3, 4 mois, ça accélère. On n'a pas en temps un an. En fait, il faut que ça arrive, il faut que ça redescende. Il faut que je demande à moins +12. Non, ça va très, très, très vite. Il y a beaucoup d'autonomie. Et du coup, on fait confiance. Ils se trompent, voilà, une fois, 2 fois. Pour la prochaine fois, on te corrige. Et c'est ça qui est intéressant. Manon, être Office Manager ou Chief Happiness Officer, Chief Happiness Office Manager, que sais-je, c'est pas une fin en soi. Quelles sont les spécialités, les spécialisations, les évolutions de carrière de ce rôle-là? De ce que j'ai pu voir en côtoyant beaucoup d'office managers et de les voir évoluer et discuter énormément aussi avec toute cette communauté qui est très active, il y a un peu trois grosses directions qui se dessinent à chaque fois. La possibilité de devenir freelance, c'est ce qui se fait énormément en ce moment. Il y a beaucoup d'office managers qui démarrent de manière indépendante ou qui quittent une entreprise et qui veulent maintenant faire ça de manière indépendante pour plusieurs entreprises à la fois ou pas, pour un projet personnel ou professionnel à côté. Il y a aussi la possibilité de se spécialiser. Et il y a aussi pas mal d'office managers qui font ça parce que notre métier nous permet de toucher à tellement de choses que on en apprend énormément, on en découvre énormément. Et il y a des appétences qui évoluent, il y a des choses qui se découvrent en nous-mêmes. Et ça nous permet de nous dire, finalement, j'adore faire de l'événementiel ou j'adore la RH ou j'adore la finance. Et je n'y avais jamais touché avant et c'est magnifique. Donc voilà, moi par exemple, je ne connaissais pas du tout la finance et je gère la trésor de la boîte et j'adore ça. Ça fait peur au début, mais une fois qu'on est dedans, quand on aime, on a envie de construire ses compétences là-dessus et pourquoi pas après en faire quelque chose pour notre carrière. Et sinon, on peut aussi, si la boîte évolue dans ce sens-là et ouvre d'autres bureaux, etc., et a besoin d'autres office managers ou d'autres happiness chief officer, de gérer ces équipes-là. Donc, être un peu la cheftaine office manager. Et pourquoi pas je pense que c'est un métier qui se construit énormément. Donc, on ne sait pas, en fait, ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre podcast Kingdom? Et déjà, pourquoi vous l'avez créé? Alors, pourquoi je l'ai créé? Parce que j'écoutais énormément de podcasts pour m'améliorer dans mon travail sur différents aspects. Et donc, je trouvais que le podcast était une bonne alternative aux masterclass, aux webinars, tout ce qu'on peut trouver aux livres. Voilà. Et en fait, j'ai cherché un podcast sur l'office management et j'en ai pas trouvé. Et j'en parlais avec une collègue, elle m'a dit, t'as qu'à en faire un. Ok. Et voilà, voilà comment ça s'est créé. Et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un peu mon parcours parce que je l'ai commencé, ça faisait pas longtemps que je faisais de l'office management. Donc, j'apprends toujours, mais j'apprenais vraiment beaucoup.
Et donc, c'était un peu à quoi je faisais face et comment j'arrivais à passer ces obstacles et qu'est-ce qui m'avait aidé sur le moment. Et voilà. Et aussi mes partages avec des office managers que j'interviewe et qui me partagent leur expérience, comment ils sont tombés dedans. Et c'est toujours très intéressant. Angelica, ce genre de support, à la fois pédagogique, mais aussi de forum de rencontre, de discussion, c'était un attendu? Je pense que c'est juste une priorité aujourd'hui dans notre société d'être connectés les uns aux autres, d'être en réseau. Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai eu une petite expérience en ayant créé la Happy Tech où à l'origine on était une petite quinzaine à se retrouver pour faire un petit déjeuner. On s'est retrouvés à 80. On a échangé, on a trouvé qu'on était tous d'accord. Et puis 3 mois après, l'association est née à la Station F. Donc il y avait vraiment cet engouement de pouvoir rentrer dans les entreprises et venir proposer différentes offres finalement en co-construction. Donc déjà, il y avait ce qui existait dans les startups et quelque part, les entreprises ont été un peu jalouses de cette mobilité, de cette diversité et beaucoup d'innovation, voilà, de talents finalement dans ces jeunes entreprises. L'envie de réunir aussi les CHO. J'ai connu, moi, les premiers réseaux par Catherine Testa et Olivier Toussaint qui avaient créé le club des CHO, transformé avec l'optimisme.pro. Avec d'autres collègues, on a créé le collectif humain des organisations qui s'appelle maintenant le REC, le réseau expérience collaborateur. Donc voilà, donc il y a énormément aujourd'hui de gens qui cherchent à se retrouver, partager des expériences. C'est vrai que dans mes formations, on vient souvent piocher un peu la boîte à outils parce qu'on veut monter en compétences, c'est ce que tu disais. C'est aussi se retrouver, échanger, se donner des tuyaux parce que c'est ce qu'on cherche. Les office managers d'ailleurs ont un super Slack où ils communiquent entre eux ou des WhatsApp. Donc il y a plein de moyens en tout cas de pouvoir rester connectés et puis des événements aussi. Je pense à des événements qui peuvent nous rassembler comme aujourd'hui chez OnePoint. Je pense à Vive l'entreprise que j'ai accompagné aussi une organisatrice qui avait envie de fédérer sur les acteurs de la QVT. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'événements aujourd'hui qui nous permettent d'une part de nous retrouver, de pouvoir aussi, on est suffisamment autonome pour trouver plein de viviers aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses, les médias. J'en pense, enfin, je pense souvent à Welcome to the Jungle, My Happy Job, Madines, qui est plus sur l'innovation. Enfin, donc, même moi, je suis toujours un peu à la page, en veille, savoir un peu ce qui se passe, parce que demain, quand je forme des gens, l'idée, c'est de leur donner l'actualité de ce qui se passe. Et quand je fais des missions aussi en entreprise, ça me permet un peu de savoir le pouls, qu'est-ce qui se passe, parce que dans l'idéal, en tant que consultant, formateur, on a toujours envie d'aller plus vite, plus loin. Mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que la temporalité n'est pas la même. Justement, quand vous êtes sur le terrain, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous pouvez faire face? Alors déjà, les collaborateurs qui n'y croient pas, qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore, de quelle happiness tu me parles? Déjà, j'ai tellement de boulot. Donc, me sortir, m'extraire, faire une pause, entre guillemets, déjà, c'est limite tabou. Donc, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup on va dire, une phase de sensibilisation, d'information. Et puis, être dans l'invitation. Je pense que ceux qui démarrent, on n'est pas là pour leur donner une injonction, une obligation d'eux. L'idée, c'est que quand on travaille le développement personnel, l'épanouissement, c'est vraiment une démarche déjà qui est très personnelle. Et puis, en plus, quand on peut le partager à plusieurs, c'est vrai que l'effet collectif va avoir une autre dynamique. Et puis, finalement, ceux qui sont un peu réfractaires, ils disent, tiens, finalement, c'était sympa ton truc, je vois que tu t'es bien amusé, pourquoi pas. Donc, au fur et à mesure, on va donner envie aux collaborateurs de pouvoir s'inscrire à tout un tas d'événements. Alors, je pense à des ateliers, ça peut être aussi des événements sportifs. Voilà, on peut fédérer sur plein de niveaux. Moi, j'aime bien mélanger QVT RSE parce que je trouve qu'il y a vraiment des passerelles intéressantes dans la mesure où la RSE va aussi avoir un pan sur le management, et on parle beaucoup aujourd'hui du management positif, participatif, management collaboratif, bref, tous les termes à la mode, mais c'est aussi un accompagnement qui est, je pense, nécessaire, que ce soit pour les collaborateurs, mais également pour les managers et les directions, que ce soit CEO jusqu'au DRH. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est comment on va accompagner tout ce petit monde pour, d'une part, rester performant,
tout en insufflant justement cet état d'esprit de bien-être, de convivialité, de bienveillance, de respect. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont traitées. C'est vrai que la diversité, enfin, il y a pas mal de sujets qui sont portés. Donc voilà, donc je pense qu'on peut s'amuser. Il y a un vrai terrain de jeu. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à uniquement faire que de l'événementiel, comme j'ai pu à l'époque connaître, où on avait tendance à aménager des espaces avec des baby-foot. On avait tout un tas de salles super équipées, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Angel, mais finalement, il n'y avait personne. Donc, le but, c'est aussi que les managers osent, assument et viennent avec leurs équipes, quoi. Ce que tu fais, c'est génial parce que nous, quand on fait pas mal de Learning Expedition, enfin, je prends l'exemple de Orange, ils sont venus plein de fois parce qu'ils ont déménagé ici les Moulineaux, ils sont venus, peut-être ils étaient 300 à base de 30 ou 50. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils venaient, on les immergeait chez nous, on disait, OK, bah, c'est quoi, promenez-vous. Promenez-vous, posez la question et regardez ce qui se passe. On fait rien, c'est pas biaisé. Et on laisse les gens se promener dans l'espace. Pourquoi David, encore, je crois. David, je vais souvent citer David. Hein. Il investit dans la pierre quand il y a le Covid. Pourquoi on ouvre un nouvel immeuble à 200 mètres? D'ailleurs, il faut aller le visiter, il est très sympa. Il est à 200 mètres. Pourquoi juste après on ouvre à Aix-en-Provence? Parce qu'on n'avait pas le sud-est. Pourquoi on crée des One Point Live? Et là, je vais passer la main pour qu'elle parle un peu de ce que c'est la marque One Point Live qu'on a créée chez nous. Parce que vous êtes ici au Live Point. Mais on a pareil à Bordeaux. Non, à Bordeaux. À Nantes, pardon. À Toulouse, à Lyon, à Aix. Bientôt à Rennes. Bientôt à Lyon. Donc, c'est vraiment l'humain, les rassembler et voir l'énergie qui en découle, quoi. Donc, c'est pour ça ce que tu fais, c'est génial parce que ça évite d'aller dire au big boss, en fait, laisse-toi du temps. Je rebondis, peut-être Angèle, Manon, mais Angelica, enfin, vraiment c'est une question ouverte pour vous quatre. Je rebondis sur ce que vous disiez, Angelica, c'était intéressant sur la QVT, l'expérience collaborateur et la RSE, qui sont plusieurs colonnes d'une même maison. Est-ce qu'aujourd'hui, le bien-être, j'ai envie de dire holistique du collaborateur, philosophique, l'alignement avec sa mission, le sens, c'est une responsabilité sociale de l'entreprise et du management? J'ai envie de vous dire que l'entreprise est responsable de son collaborateur en termes de santé-sécurité. Et puis, je suis bien placée pour le savoir parce que je suis en ce moment dans une mission de prévention santé-sécurité, qualité du travail chez NJGBS. Donc, oui, clairement, aujourd'hui, il y a une attente forte des jeunes générations, mais pas que finalement. Hein. C'est tout collaborateur confondu. On a envie d'avoir du sens, on a envie d'avoir des actions solidaires, on a envie de laisser une trace, de se sentir utile. Et puis, on a envie de le faire peut-être aussi en mode collectif. C'est plus juste une personne qui réussit, c'est toute une équipe qui a œuvré, qui a travaillé, qui a fait en sorte que ça fonctionne. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que la qualité du travail, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Donc, n'oublions pas que peut-être que ce qui a fonctionné il y a un an chez les uns, peut-être ne marchera plus aujourd'hui. Peut-être qu'il faut expérimenter. C'est vrai que moi, j'aime bien cette phase de test and learn. Il faut y aller, il faut se lancer. Et puis à un moment donné, on trouve son équilibre, et puis on trouve ce qui fonctionne avec les collaborateurs. Et puis les rendre acteurs, ça va être des moteurs aussi. Hein. Ça évitera d'être toujours à l'affût et tout le temps proposer des choses. Et c'est vrai que la RSE aujourd'hui, l'environnement, le recyclage, l'aménagement des bureaux, ça a du sens aussi pour pouvoir créer ce bien-être des collaborateurs. Angèle, Manon, on dit souvent en fait que cette histoire d'être bien en entreprise, c'était un vocabulaire ou une conjugaison que savaient manier les startups particulièrement, ou alors les jeunes générations. Est-ce que ça a beaucoup évolué? Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à celles et ceux qui vous opposent encore cet argument aujourd'hui? Ok. Moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Donc, on parle beaucoup de marque employeur, toutes ces choses-là, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Derrière, c'est ses valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? C'est juste des mots si on ne les met pas en action. Pour mettre les choses en action, il faut créer une culture. Et une culture, elle vit à travers les personnes qui sont dans la société. Donc, si ces personnes-là, on leur donne les bons outils, on leur donne les bons environnements, les bons rituels, parce que l'événementiel, c'est ça, c'est des rituels, et les bons réflexes, donc de se connecter avec leurs collaborateurs, d'être là pour eux, d'être là les uns pour les autres, de s'entraider et pas se mettre des bâtons dans les roues. En fait, si on crée toutes ces bonnes choses, ça crée une culture solide, une culture forte, avec des valeurs fortes.
que tout le monde comprend et avec lesquels tout le monde est aligné aussi. Et ce qui fait que, en fait, c'est que positif pour l'entreprise parce que ça permet la rétention des collaborateurs, ça permet une marque employeur beaucoup plus forte et qui rayonne. Ça permet tellement de choses que, en fait, non, c'est pas que les startups. Toutes les sociétés ont une culture. Ingrid, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Après, je repasse la parole à Angèle. Oui, j'allais rebondir sur la partie culture d'entreprise parce que je pense que pour que les collaborateurs y adhèrent, je pense qu'il faut qu'ils la construisent avec l'entreprise. Nous, ça a été le cas chez OnePoint. Hein, si ce modèle est arrivé et que ces valeurs sont arrivées, c'est par du coup des one-to-one avec notre président, notre DRH qui se sont construits et ces valeurs sont ressorties de la part des collaborateurs à l'époque et se sont du coup mis en place par nos collaborateurs avec la vision du coup commune de la direction. Et pour rebondir un petit peu sur les rituels événementiels, nous, comme vous le voyez, on a des lieux qui nous permettent justement d'accueillir les temps forts aussi donc, de nos collaborateurs. Chez OnePoint, 40% de nos événements sont pour nos collaborateurs, donc créés par nos collaborateurs, donc que ce soit des after-work, des team meetings, des kick-offs de mission, ce qui leur permet d'avoir un échange constant, de se connecter, puisque chaque communauté donc, peut travailler ensemble sur une même mission. Donc chacun peut se connecter, se retrouver dans ces espaces, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Et c'est vraiment une volonté de OnePoint un petit peu de mettre ses collaborateurs en action et d'innover un petit peu dans cette typologie de bien-être au travail. Et je rajouterais aussi qu'on les pousse et qu'on les aide aussi à faire rayonner leurs expertises auprès de nos partenaires et de nos clients pour que justement ils se sentent eux-mêmes. Je crois que tu voulais rebondir. Non, je veux dire, est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Parce que moi, j'aime bien les chiffres. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres de comment Pour c'est s'amuser passé? bien. Quelques chiffres. Quelques chiffres. Alors, par exemple, je peux vous donner un petit peu l'exemple de OnePoint. Nous, sur le S1, on a fait à peu près 352 événements donc, dans nos espaces parisiens, donc dans ces locaux, mais aussi dans nos nouveaux locaux Avenue des Lots. Et donc, je disais, donc 40% de ces événements étaient pour nos collaborateurs et on avait 20% du coup de ces événements, donc de type rayonnement, hein, comme on le fait aujourd'hui, qui permettent du coup à nos collaborateurs de rayonner sur ce sujet. Et puis, on peut aussi mesurer un petit peu le bien-être des collaborateurs et l'épanouissement aussi, à mon sens, dans leur entreprise par un KPI qui est assez important et que nous, on voit, qui est en pleine croissance chez OnePoint. C'est le recrutement. En 4 ans, au début, les soirées de cooptation, donc nous qu'on réalise chez OnePoint, donc c'est des soirées qui sont organisées par OnePoint pour faire venir le réseau des collaborateurs OnePoint chez nous, pour leur faire découvrir nos expertises, nos métiers. Et il y a 4 ans, on était à 22% d'embauche grâce à ces soirées et maintenant, on est à 35% aujourd'hui. Donc voilà, le collaborateur rayonne autour de son cercle professionnel, mais aussi personnel au niveau de l'entreprise et ce qui permet aussi de montrer un petit peu le bien-être que peut susciter du coup l'ambiance au travail. Rien à rajouter. Hein. Vous n'auriez pas dit mieux, Angèle. Non, j'aurais pas dit mieux. Moi, j'ai juste envie peut-être Oui. de compléter en disant que toutes ces actions vont être vraiment propices à la transversalité dans les entreprises. Quand on peut se rendre compte, autant les petites structures, tout le monde parle, tout le monde se rencontre, voilà, c'est la rencontre autour du café ou en tout cas des apéros après le boulot, on arrive et même quand on est entre guillemets sur du travail en télétravail, bon, le lien est facile. Mais dès qu'on rentre dans des structures comme là aujourd'hui je les expérimente où il y a énormément effectivement on va dire d'entités, de groupes. Donc c'est vrai que le fait de mélanger les gens, ça devient très compliqué. Or lorsqu'on lance un événement, typiquement je pense à la course des Lumières au mois de novembre, bah, c'est plus chaque petit groupe dans son coin, c'est d'un seul coup collectif, c'est OneNG, quoi. C'est plus je suis dans telle entité, que ce soit finance, achat ou RH. Non, c'est là, du coup, c'est l'entreprise qui est mise en avant. Donc, du coup, les collaborateurs peuvent se rencontrer en dehors, finalement, de leur périmètre. Et c'est vrai que, quelque part, cette transversalité, aujourd'hui, elle peut être aussi, finalement, déclinée à travers le flex office ou les espaces. Là, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet là-dessus. Nous, on a 75% d'espace de flex office dans les locaux. Et ce désilotage, il se fait sur plusieurs niveaux, alors entre les domaines d'expertise, mais aussi dans la hiérarchie. La semaine dernière encore, j'interviewais un des
un des plus importants PDG du CAC, et qui n'avait qu'un mot à la bouche, et c'était horizontalité. L'horizontalité du management, l'horizontalité de la considération. Ça va. Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est parce qu'il y a une prise de conscience, même ailleurs. C'est parce qu'on est déjà Je suis un peu en retard. en retard. Voilà. Non, Je sais déjà décrypter vos sourires, Angèle, c'est incroyable. Pourquoi les 3 niveaux statutaires? Justement pour ça. Parce que c'est vraiment à plat et on a commencé. Je vais vous rencontrer d'ailleurs. Hein. Pardon? Non. On peut le faire venir ici sans problème. Mais nous, c'est ouvert. Mais enfin, c'est l'invitation pour tout le monde. Si vous voulez venir visiter, dites-moi. D'ailleurs, il y a un très joli rooftop ici avec une très belle vue sur la tour. Non, mais l'idée, c'est que nous, on avait placé ça à l'époque. Et quand on déménage et que la vie de Mathieu et l'équipe lance un sondage, il dit vous avez à peu près X jours pour répondre, qu'on a 500 réponses et que ce qui revient surtout, c'est on veut vraiment le plus plat possible. Pourquoi un leader associé de partenaire? Même pourquoi Feel Good Leader encore et pas Chief Happiness Officer pour casser un peu Chief Officer, c'est très armé, c'est très hiérarchique. Donc c'est vraiment dans le champ lexical. Pourquoi les communautés, collectif choisi, je le disais tout à l'heure, et pas business unit, encore une fois, unité 2. C'est vraiment, on a vraiment pensé à dire, OK, on va le mettre en place et les gens vont se l'approprier. Petit à petit, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le sentiment d'appartenance, c'est super important. Parce que nous, on disait, OK, on n'a pas peur de dire, OK, pour avoir tout ça, là, oui, il faut faire de l'argent. Certes, c'est cool. Mais en même temps, il y a le côté aussi humain, la connexion, être transverse. Je suis fort en data, mais j'ai une appétence pour le design, je vais y aller. Et je vais voir ce qui se passe. Je vais me prendre un mur, mais je vais y aller. Je veux dire quelque chose. Oui, je vais rebondir sur ce que tu dis. Et ça me fait penser à l'entreprise libérée. C'était à la grande mode où tout le monde voulait casser tous les codes. Je pense qu'il faut avoir un point de vigilance. D'une part, tout le monde n'est pas prêt. Exactement. Et ça ne s'adapte pas forcément à toutes les entreprises. Et c'est surtout qu'il y a un accompagnement à faire. Dans la mesure où, n'oublions pas que jusqu'à présent, le manager avait un peu la main mise sur son équipe. N'oublions pas la période Covid où il y avait du flicage. Et encore, je pense qu'après Covid, ça continue. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain demander à des collaborateurs, aujourd'hui, tu as toutes les cartes en main, vas-y, débrouille-toi. Ça va créer des peurs et des blocages et des gens qui vont être en mode panique. Donc, je pense que il y a des étapes à franchir avant d'être dans cette horizontalité lorsqu'on a été encore plus dans des pyramides avec toutes ces couches hiérarchiques. Donc, voilà, je pense que tout peut se faire, mais avec de l'accompagnement, de la patience. N'oublions pas que le changement, ça fait peur. Sortir de sa zone de confort, ça peut, pour certains, être une vraie sortie de piste. Donc, c'est aussi pour ça qu'on propose aujourd'hui du coaching. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose énormément aussi d'accompagnement avec je pense à Test Disc, Ennéagramme, voilà, plein d'outils pour déjà bien se connaître soi. Et puis, du coup, quand on se connaît bien, ça veut dire que aussi, je vais mieux peut-être savoir communiquer avec l'autre. Et puis, quelque part, si je développe cette meilleure communication, je pense à la communication non violente, entre autres, le fast codev, d'autres outils qui nous permettent d'être dans cette intelligence collective, ça permet d'être un petit peu plus à l'écoute de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment des étapes à franchir. Donc oui, l'horizontalité, mais pas à pas, petit pas, petit pas. Manon, ça. Oui. Non, je voulais justement rebondir là-dessus. Métier. C'est même le siège, tout ça. Je me suis dit, bon. Je peux devenir coach, hein. Allez-y, Manon. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est à cause d'elle. Hein, non, si. Non, j'ai vraiment oublié ce que j'allais dire. Angelica nous parlait d'accompagnement et que c'était évolutif et qu'il fallait prendre le temps et que le changement faisait peur. C'est ça, exactement. Oui, parce que moi, je le vois très bien. On est une petite équipe, mais en fait, donc il y a des personnes qui sont arrivées il y a très peu de temps, mais qui performent déjà énormément et qui ont envie de prendre encore plus de responsabilités. Et d'un côté, on a envie de les encourager parce que voilà, ils sont motivés, engagés, impliqués. Voilà, ils ont envie d'aller très loin et on a envie d'aller très loin avec eux. Mais en même temps, on sait pertinemment qu'ils ne sont pas prêts pour tout ce qu'ils veulent accomplir maintenant. Et c'est vrai que c'est un peu... c'est pas simple de leur dire, oui, c'est une très bonne idée, mais attends un tout petit peu. Parce que tout le monde n'est pas fait déjà pour manager, je pense. Tout le monde ne sait pas le faire. Tout le monde n'est pas bon à faire ça. Ça s'apprend, je suis d'accord, mais il y a des personnalités qui sont juste pas compatibles. Normalement, c'est pas politiquement correct de dire ça. Je crois qu'on est tous d'accord, mais il ne faut pas le dire. Je l'aurais dit une fois, plus jamais. C'est enregistré. Mince, il faudra couper. Non, mais voilà, je pense vraiment,
Et il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à prendre des décisions. Et en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde que ces personnes soient en charge de prendre des décisions. Il y a d'autres personnes qui sont très bonnes à juste exécuter et qui ont besoin juste d'un cadre et qui sont très bonnes là-dedans. Et c'est OK. Je pense qu'il ne faut pas non plus aussi vouloir que tout le monde passe à l'étape du dessus. Ou, voilà, ça ne veut pas dire la même chose l'étape du dessus pour tout le monde. Et ça, c'est aussi mon rôle, je pense, d'office manager, de détecter ces choses-là et de les faire remonter à la direction, parce que bon, on n'est pas totalement horizontal encore, mais, mais on n'est pas, il n'y a pas beaucoup de Learning marge. Expedition. Mais il n'y a pas grand-chose. Ingrid, vous aviez quelque chose à dire? Ouais. Angelica? Je voyais tous d'autres l'idée de la tête, c'est pour ça que je me permets de relancer un petit peu là-dessus. Ouais. C'était choqué. Alors, Je suis désolée. Je partage ce qui vient d'être dit dans la mesure où Gaël Châtelain avait fait un podcast là-dessus où il disait qu'effectivement les gens ne montaient pas en compétences, enfin, ne changeaient pas de poste en devenant manager parce qu'ils étaient compétents, mais c'est parce qu'il y avait une ancienneté derrière. Donc c'est vrai que quand on est manager parce que ça fait 10 ou 20 ans qu'on est dans la boîte, bah, derrière le management il n'est peut-être pas toujours au niveau. Donc là, on est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, je pense que être manager, on demande beaucoup de choses à ce manager. De proximité, être leader, être coach. Enfin bref, à un moment donné, il faut avoir toutes les casquettes du monde pour être ce manager. Donc, on lui demande peut-être un petit peu trop finalement pour une seule personne. Et moi, je crois plus dans le collaboratif. Je pense que c'est une aventure humaine. C'est quelque chose qui nous fait grandir tous ensemble. C'est quelque chose qui fait qu'on apprend des choses sur soi, mais qu'on peut aussi partager. C'est aussi de l'entraide parce que typiquement, je viens d'arriver dans une entreprise, je ne sais pas utiliser un outil, je découvre un process que je ne connais pas. Voilà, je peux oser dire, je ne sais pas faire, aidez-moi. Et c'est OK, quoi. On commence à parler de tout doucement du droit à l'erreur. Il n'y a encore pas très longtemps, ça grinçait des dents. En formation, je parle des Destroy Day. Moi j'adore ce concept. C'est d'assumer complètement, de se dire, ouais, on s'est complètement planté, mais c'est OK, c'est pas grave. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. C'est pas de dire, voilà, tout est bon à acheter, mais finalement, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait peut-être en tirer en termes de leçons. Qu'est-ce que je pourrais peut-être faire autrement? C'est aussi justement travailler l'intrapreneuriat. Donc, du coup, on emmène toute une équipe parce qu'il y a quelqu'un qui a une idée et que justement, il a ce côté un peu leadership. Mais il y a des gens qui adorent contribuer et c'est OK aussi. Donc, je pense que là, chacun doit trouver sa place, mais il faut aussi la laisser aussi aux gens. Donc, ne pas trop imposer, ne pas trop aller peut-être dans cette injonction du bonheur, mais plutôt créer un cadre dans lequel les gens vont pouvoir s'exprimer en toute liberté, en toute confiance. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup en place d'outils, d'audits, de baromètres. Enfin, voilà, moi, je m'amuse un peu de tous ces indicateurs qui nous rassurent d'une certaine manière, mais est-ce que c'est vraiment utile? Moi, je connais des chefs d'entreprise, pour eux, c'est juste OK. Enfin, c'est normal d'avoir justement des plages de pause pour les collaborateurs, de leur donner la possibilité, quand il y a du flex, de s'organiser, de pouvoir aussi quitter le boulot plus tôt et pas d'avoir une réflexion, tiens, tu as ton après-midi à 4 heures, enfin voilà, des réflexions qu'on peut parfois avoir entendues. Donc, je pense que c'est, comme tu disais, une culture d'entreprise et qu'elle soit incarnée, alignée aussi. Parce que c'est vrai que je suis rentrée dans une banque, je ne vais pas la citer, où à l'époque, on m'a dit j'ai 8 valeurs. Ah oui, super. Et donc, elle est où ma plaquette? Parce qu'ils ne savaient pas, quoi. Donc, OK, on a tout dit. Peut-être avant d'enchaîner sur les questions et ensuite la conclusion de cette table ronde, j'aimerais que vous nous parliez du programme Wellness ici. Ouais, je peux parler du programme Wellness, mais en même temps, je fais Wellness et les lieux, parce que je pense que les lieux sont assez importants. Moi, je venais du sport, donc c'était facile de créer quelque chose. Et en gros, dans ma tête... de sport? De l'athlétisme, j'étais un type de France d'athlétisme. Marrant, ça se voit. Et l'idée était de, OK, j'arrive, à part donner des cours d'abdos gainage renfort, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et l'idée, c'était le côté holistique à l'époque, vraiment, en 2015-2016, parce qu'encore une fois, nous, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on propose aux autres, que ce soit au niveau business ou que ce soit à l'intérieur de la boîte, parce qu'on a une bonne communauté aussi, expérience collaborateurs qui en accompagnent. Et c'était l'idée de dire, OK, t'aimes bien la musique, rassemble des personnes, on t'achète des instruments et tu feras à la fête de la musique. C'est ce qui s'est passé cette année d'ailleurs. On a acheté des guitares, un piano, etc. Et l'idée, c'était
fais un petit projet. Et moi, je vais te faire parler à David ou à Mathieu. Ça va me prendre 2 secondes. Ah oui, mais tu penses que j'ai 6 mois. Non, 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 non. La semaine prochaine, tu vas présenter. Donc, où je vais, où tu vas. Et tu vois, c'était un peu challenge. Et là, je sais pas, ok, mais. Et c'était vraiment dans l'échange. Donc, les collectifs qu'il y a dans Wellness, on va dire, hein, c'est pas super original, mais il y a du sport et du bien-être, santé, art et culture. On a fait une collaboration avec Art Curel et les Beaux-Arts. On avait du Banksy, du JR, pendant une semaine ici. Donc, les gens peuvent venir avec leur famille, avec leurs clients. Et ça, c'était l'idée de quelqu'un de la boîte. Et l'espace, il a appelé une grille, il a dit, ouais, bah, ces 2 jours-là, c'est libre. Ok, elle voit avec les différents régisseurs, avec les clients et on met l'espace à disposition. Donc il y avait ça, il y a eu de la boxe, de la salsa, il y a plein d'événements qui sont par les collaborateurs pour les collaborateurs. Et si demain il veut le faire à Nantes ou à Bordeaux, à Toulouse, il peut. Il prend le train, il y va. Et vraiment ce côté-là. Et pour mon dire aussi, dans le com à la maison, il y a aussi créer ce sentiment où je viens dans les locaux et je vais forcément croiser quelqu'un qui va m'inspirer sur un sujet et je vais transmettre quelque chose. Et après, une phrase que tout le monde connaît, c'est tout seul, je vais très vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est un truc bête, hein, mais je l'ai toujours dit avec ce sport et je le redis encore à OnePoint. Et moi, je veux juste apporter sur comment ça se passe, les locaux de OnePoint, mais dans nos régions. Alors, Ingrid, Je peux faire une petite aparté sur ça. Tout est organisé, hein, de toute façon. Donc, Paris est central. On a aussi, donc, on a plein de nos collaborateurs qui sont parisiens. Je crois qu'on est à peu près 2000 sur Paris. Mais on a aussi donc nos locaux en région avec des espaces, hein, comme celui-ci, où du coup toute la partie wellness est aussi organisée. C'est-à-dire qu'un cours de yoga qui peut être organisé sur Paris peut être diffusé à Nantes, à Aix, à Toulouse. On a aussi donc du coup pas mal de talents qui donc font leur propre initiative et qui les mettent en place avec l'aide du coup de Angèle qui fait ce lien justement aussi avec la direction et qui accompagne un petit peu la vision des collaborateurs. Et en fait, on retrouve ces locaux qui sont toujours dans le centre de chaque ville et qui permettent un petit peu donc d'avoir un lieu d'échange, de partage. Et vraiment, c'est vraiment la philosophie OnePoint, c'est de créer du lien entre les différents acteurs de la boîte à tout niveau chez nous. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse continuer à évoluer sur cette partie-là. Angelica, le lieu, l'environnement de travail, jadis, c'était même pas un sujet. C'était peut-être un détail, une histoire de plante, on la met à gauche ou à droite. Aujourd'hui, le lieu, c'est le poumon, même vraiment le cœur de l'entreprise. On sait comment on en est arrivé là. Quelles évolutions on peut espérer, on peut entrevoir pour demain? Aujourd'hui, le lieu, c'est l'espace de vie. C'est de faire venir, hein. N'oublions pas qu'on a quand même connu une période de télétravail limite forcée dans un premier temps, et puis finalement les entreprises ont accepté de proposer 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Pour certains, ils se sont carrément lâchés en full remote, hein, donc. Mais on se rend compte que finalement, c'est le lieu qui va faire la différence, et c'est surtout qu'est-ce qu'on va y faire dedans et comment on va l'aménager. Et j'ai pu voir en fait quelques, on va dire, démarrages un peu accélérés et où le rendez-vous n'était pas, en tout cas, ça n'avait pas fonctionné. C'est parce qu'ils avaient fait des très beaux locaux, mais ils n'avaient pas intégré les équipes avec. Donc, pour qu'un lieu vive, il faut y inclure aussi les collaborateurs dans ce projet. Les interroger aussi en termes de leurs besoins, comment l'équipe fonctionne, tout en tenant compte des nouvelles tendances. Parce que l'idée, c'est de pouvoir tenir compte de l'existant, tout en ayant aussi certaines perspectives, de se dire c'est quoi demain le travail idéal. Donc je pense que voilà, c'est une combinaison de tout ça. C'est aussi le choix des matériaux. Et là, du coup, la RSE, de nouveau, revient dans la boucle, puisque au lieu de changer tout le mobilier, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut recycler. Peut-être qu'on peut faire appel à des associations en situation de handicap pour pouvoir aussi leur faire faire et confectionner du mobilier. C'est aussi comment je peux recycler et du coup redistribuer. Peut-être qu'il y a des jeunes startups qui démarrent et elles sont bien contents d'avoir un mobilier un peu usagé, mais en tout cas encore dans un bon état. Donc voilà, c'est toute une réflexion, c'est du benchmark aussi, savoir un peu ce qui s'est déjà fait ailleurs, parce que c'est intéressant, il y a des entreprises qui ont déjà franchi le pas depuis quelques années, donc aussi de voir un peu ce qui fonctionne finalement, donc d'avoir ce retour d'expérience, c'est utile, comme ça on évite de trébucher, de faire peut-être des faux pas. Et puis c'est après de faire vivre le lieu en continu, c'est aussi de faire des zones différentes. Je pense que vous avez tous constaté dans les espaces de coworking, hein, on rentre, la musique, un petit bar, le petit fauteuil qui va bien, la salle Creative Room déjà.
on est bien. Après, tout doucement, vous allez vers des zones avec des bulles, des endroits pour téléphoner, des endroits pour travailler, collaborer, être en open space. Voilà, les espaces sont très différents en fonction de l'usage. Maintenant, c'est comment je vais accompagner mon collaborateur pour que finalement il ose changer d'espace. Parce que justement, faire des beaux lieux, c'est bien, mais si les gens n'ont pas cette habitude, bah, ils ne vont pas oser, n'auront pas le réflexe. Et souvent, bah, vous vous rendez compte que quand vous arrivez au bureau, vous posez vos affaires et puis toute la journée, vous restez au même endroit. Je pense à ça parce que j'ai une sensibilisation sur la partie ergonomie, par exemple, et je préconise aux collaborateurs d'Engie de travailler en station debout. Et c'est vrai qu'il y a certains mobiliers, vous avez des tables qui montent, qui descendent, mais toutes les tables ne sont pas équipées de ce système. Donc l'idée, ce serait de tourner, de bouger justement dans les différents espaces pour pouvoir un coup être assis, un coup pouvoir profiter des mobiliers mobiles. Donc voilà, donc c'est plein d'initiatives en tout cas qui vont aussi définir un petit peu comment l'équipe fonctionne et puis peut-être aussi montrer à l'équipe qu'il y a peut-être autre chose autrement. Donc, c'est un peu disruptif, c'est un peu perturbant peut-être pour certains, mais en tout cas, je pense que le lieu a un vrai enjeu et un impact sur notre performance. Et je m'appuie de l'INRS qui a fait beaucoup d'études là-dessus, où il démontrait que quand vous avez besoin de prendre une décision, vous irez dans une petite salle, plutôt bas de plafond, pas trop de distractions, donc là, vous allez straight away, hein, c'est direct. À l'inverse, et là, on le voit très bien dans cet espace, on est bien, on a envie limite de se prendre un petit verre et puis on va papoter toute la nuit, et voilà. Parce que le lieu s'y prête, parce que l'éclairage est bon, parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a des plantes, c'est coloré, le mobilier s'y prête. Donc voilà, donc je pense que tout ça fait que ça joue aussi sur notre morale, quelque part. Je suis tellement d'accord parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on a mis en place, non? C'est ce qu'on a fait. On a fait, je crois, 10 groupes d'une 50aine de personnes qui étaient en lien direct avec Archimage, le cabinet d'architecture intérieure, et 75% des lieux, enfin, de OnePoint, ça vient des collaborateurs. Donc le sentiment d'appartenance était très fort. Toi, tu le sais déjà. Ah non? Oui, si je peux rebondir, parce que ça a été une grosse mission pour moi, justement, dans nos locaux il y a 3 ans quand on a emménagé. Notre particularité, c'est que comme on accueille les clients chez nous pour du coaching, de la formation et tout ça, et qu'en plus, nos clients, quand ils viennent, ils font de la prospection par téléphone. Donc, il faut imaginer 40 personnes qui prospectent en même temps. Beaucoup de bruit. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à faire, de la prospection. Donc voilà, il faut arriver à les mettre à l'aise suffisamment pour qu'ils puissent se donner du courage pour passer leur call et en même temps suffisamment d'espace pour qu'ils ne se gênent pas entre eux, mais qu'ils aient quand même la possibilité de s'aider, de s'écouter, de partager, etc. Et en même temps, ça dure qu'une journée par semaine. Tout le reste du temps, on n'est que 10 dans l'espace. Donc, il y avait un énorme challenge sur l'environnement de travail et les bureaux et comment aménager les espaces pour que ça fonctionne à la fois pour les clients quand ils sont là et à la fois pour l'équipe qui fonctionne aussi différemment parce qu'on a une équipe coach sales et une équipe build qui est en fait la plupart du temps sur des ordis. Ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière et qui n'ont pas du tout les mêmes besoins aussi. Et en même temps, qui doivent trouver un terrain d'entente pour pas être chacun dans sa bulle, mais aussi avoir un endroit où ils vont pouvoir collaborer et créer des ponts entre les deux équipes. Et là, le happiness manager et le fee manager sont indispensables. Là où je te rejoins, c'est que les lieux aussi commencent à réfléchir sur est-ce qu'on met en place une salle de détente? Est-ce qu'on met en place tout un tas de services? Donc, on voit des salles de sport, on voit des salles de cinéma apparemment. Ouais, on a une salle de ciné là-bas. On a 2. Et même une salle pour un cabinet médical Ouais, maintenant. on va installer un cabinet médical qui nous a suivi pendant son Covid et qui va s'installer ici. Ouais. Et on peut aller pour que ce soit une ordonnance ou une visite médicale. Ou, Après les squats, si on se fait... voilà, on a plus un sport aussi. Très bien. Mais encore ça, c'est les sondages, c'est ce qu'on a pris des collabs. Moi, c'est pas David s'est levé, il a dit ah bah tiens, je vais mettre ça. C'est vraiment que ça vient des personnes. Et on l'a mis en place assez vite, hein, docteur Rémy. Ouais. Oui, bah, on voit beaucoup les ostéopathes qui s'installent une journée par semaine. On voit de plus en plus d'initiatives. Ce qui est sûr, c'est que le lieu, enfin l'entreprise telle qu'on l'a connue,
Aujourd'hui, je pense on sort complètement du cadre. On est dans des campus où justement on va rassembler, où on va faciliter aussi, je pense, la vie du collaborateur. Donc on a vu typiquement la conciergerie, tous les services classiques qu'on peut connaître, crèche et compagnie, mais on est dans la touche aussi, on assume ce côté espace de détente. Certains créent des espaces de sieste, d'autres des espaces de revitalisation. Donc, on voit bien que le bien-être, il a en fait plein de couleurs différentes. C'est pas que des moments de convivialité, c'est aussi des moments pour se ressourcer, des moments pour se reposer, des moments pour méditer. Donc voilà, je pense que tous ces usages ont inspiré finalement les lieux. Avant que tu- Non, je voulais juste un peu ouvrir le débat peut-être avec celles et ceux qui ont la patience de nous écouter depuis 1 heure. Est-ce que vous avez C'est un peu long, non Est-ce que vous avez des questions, chers amis? Oui. Oui, merci Angèle. Ah, bon, bah c'est. C'est pour ça qu'Angélica a beaucoup de travail. Parce qu'en vrai, ce que tu dis depuis tout à l'heure, je suis entièrement d'accord, c'est pour ça que je ne te coupe pas. Parce que ce que tu es en train de faire, on le ressent ici. Les gens viennent ici, ils font le tour, ils passent une journée ou deux, ils disent ah, ça va être dur à mettre en place chez nous. Et là, comme tu disais, l'accompagnement, et ça rebondit à ce que vous dites, hein, c'est les grands groupes. Je te laisse la parole. Ah ben, Moi, je vais rebondir sur le fait que aujourd'hui, la qualité du travail n'est pas encore assumée dans les entreprises. On va prendre l'axe des RPS, les risques psychosociaux. Pourquoi? Parce que c'est une obligation légale de l'employeur. Donc, quelque part, on n'assume pas complètement cette démarche de bien-être, well-being, QVT, peu importe le nom on va lui donner. Donc, on s'appuie souvent de ces baromètres, de ces questionnaires, parce que du coup, voilà, on a quelque chose avec, on va dire, des pourcentages qui donnent, on va dire, un état des lieux, mais on ne va pas plus loin. Et c'est vrai que dans la méthodologie de l'ANACT, ce que j'aime bien, c'est déjà, dans un premier temps, on va mettre tous les acteurs autour de la table. Parce que quelque part, l'idée, c'est aussi de pouvoir rassembler, c'est pas l'affaire d'une personne, c'est faire venir la médecine du travail, faire venir des représentants du personnel, c'est faire venir des collaborateurs volontaires, c'est identifier les acteurs de différentes divisions de la DRH, etc. Donc tout ce petit monde-là crée un comité pour finalement être un peu représentatif de l'entreprise. En second temps, certaines mettent en place effectivement des audits assez, on va dire, qui prennent un peu de temps parce que bah, forcément, quand vous avez 50, 100 questions, bah, ça se digère pas en 5 minutes, faire la restitution ou autre. Et des entreprises préfèrent aujourd'hui aussi mettre des baromètres très courts et réguliers. Ce qui fait que tous les mois, vous avez 3-4 questions et du coup, vous pouvez faire un suivi, un point d'amélioration. On n'attend pas de faire un gros baromètre, le temps qu'il soit analysé, le temps qu'il soit restitué. Limite 3 à 6 mois plus tard, on est déjà passé sur d'autres sujets, quoi. Donc, il y a cette phase, on va dire, on fait l'état des lieux. Et ensuite, le fait de travailler en équipe, menant des pilotes, en expérimentant, va concrétiser finalement c'est quoi votre démarche. Mais c'est parce qu'il y aura la participation des collaborateurs. Angel l'a suffisamment répété. Le concept marche parce que les collaborateurs sont impliqués et sont acteurs. Et donc, bah forcément, puisqu'ils y ont contribué, ils ne vont pas dire que c'est nul, quoi. À un moment donné, c'est juste logique. Ça commence, je reviens un peu sur votre question hyper pertinente, ça commence un petit peu dans les grands groupes. Je vois par exemple chez Michelin, il y a 1 ou 2 collectifs extrêmement dynamiques. Je reviens sur le bottom-up, hein, qui sont chargés, en gros, hein, de réfléchir à l'entreprise de demain et aux nouveaux process qu'on peut mettre en place. Mais c'est peut-être
attention, c'est une palissade, hein, mais Ouais. c'est plus long. Ce sont des vieilles structures. Moi, un exemple concret, je vais faire un petit coucou à Mariana Villalonga et Karen Jeke, qui sont deux partenaires qui ont accompagné le groupe Barrière. Les hôtels et casinos Barrière. On les a fait venir ici, on a fait des ateliers, mais on a marre de faire des ateliers. Mais au bout d'un moment, ils ont clippé, ils ont dit, ah, si je le mets en place à Deauville, si je le mets en place à la montagne, si je le mets en place dans le sud, ok, on les a amenés, on a fait des ateliers, on est allé les voir, on a fait des ateliers là-bas, on a embarqué les personnes. Une des problématiques, et j'adore, hein, c'est quand une famille arrive à bord de la piscine et qu'il n'y a plus de transat et qu'ils sont 4, il faut qu'ils attendent 10 minutes avant qu'il y ait transat. Il faut qu'ils arrivent et que les transats arrivent. Donc, comment on réfléchit à passer l'information à la personne qui est dans... Et nous, on était là, ok, ben on va se on a mis des post-it, on a fait tellement d'ateliers qu'au bout d'un moment, ils ont clippé. Et là, ça a commencé. Toute l'expérience collaborateur et l'expérience client a commencé à shifter. Mais par des ateliers, répétition. Repetition leads to perfection. Et tu continues, mais avec de la bienveillance. Prendre genre, ouais. Des fois, ils n'étaient pas contents. Non, on ne vient pas. Ok, on voulait qu'on aille vous voir. Voilà. Donc, comme tu disais, c'est ça, l'accompagnement. Et des fois, il faut être courageux. C'est une de nos valeurs, d'ailleurs. Il est décédé. Mais qui l'a mis en place? Est-ce qu'il venait, est-ce que vous l'avez recruté et vous avez dit, OK, tiens, dans ce groupe-là, tu vas être happiness manager? Est-ce qu'il venait de l'intérieur? Est-ce que la direction a dit, on va faire un sondage à l'interne et les pairs vont forcément dire, ah, peut-être Paul, Jules, Émilie, Pauline, peut-être celle qui va être... C'est ça qui est intéressant, parce que ça se crache à tous les coups si c'est quelqu'un qu'on recrute et qu'on met dans la boîte. Et qu'on dit, OK, maintenant, vas-y, apprends le système managériel, qui est qui, comment ça fonctionne, fais-toi aider et développe quelque chose. Souvent, quand ça vient de l'intérieur et que c'est porté par la direction, et que le DG ou le DRH dit, OK, bah, c'est moi qui je l'ai mis en place, on va faire un test sur 6 mois, puis 1 an. Mais il vient de ma part. Donc souvent, et quand c'est comme ça, souvent ça fonctionne. Qui est le sponsor, en fait. Le sponsor. Ah, clairement. Et je pense qu'on peut rebondir aussi sur le fait que les entreprises sont un peu frileuses parce qu'ils ne savent pas trop à quoi s'attendre par rapport aux attentes des collaborateurs. Et que si ils lâchent un peu finalement du zeste, ben, est-ce qu'ils vont être capables de suivre? Est-ce qu'ils vont être capables de répondre à toutes ces demandes? Et parfois, on peut avoir des demandes un peu farfelues avec un jacuzzi sur le toit et d'autres demandes de ce genre. Donc voilà, donc après, c'est sûr que l'idée, c'est pas de décevoir les collaborateurs, c'est dans la transparence. Mais c'est vrai que quand vous avez des entreprises où ça manque d'exemplarité, où ça communique pas beaucoup, ben, là, ça devient effectivement compliqué de mettre en place un CHO ou un office manager. D'autant plus que j'ai l'impression que pour certains, c'est se donner bonne figure. J'ai mis ça en place, c'est bon, et je passe à autre chose. Mais il n'y a pas une vraie dimension de bien-être. C'est encore un espèce de phénomène de mode, mais c'est pas assumé, quoi. Non, ce que je disais, je pensais plutôt au fait que je pense qu'il y avait une mauvaise compréhension du rôle de l'happiness manager en se disant peut-être que c'était un rôle qu'on pouvait avoir à court terme, alors qu'en fait, pour avoir un vrai épanouissement à l'entreprise, c'est quelque chose qui se travaille, mais continuellement et sur le long terme. Enfin, nous, on le voit chez OnePoint, hein, c'est quelque chose qu'on travaille constamment et sans ça, on n'y arriverait pas. Les rituels. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est cette confiance aussi à acquérir, c'est quasiment cette légitimité. Manon? Oui, non, mais en fait, on en revient encore une fois à la culture de l'entreprise. La culture, elle n'est pas figée. C'est pas OK, on a atteint nos valeurs, c'est bon, on n'en parle plus. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça grandit avec la boîte, ça grandit avec l'équipe qui change, parce que c'est pareil, on commence avec une équipe, elle va évoluer, et en fait, la culture, elle va à la fois s'adapter à l'équipe et l'équipe va s'adapter à la culture. C'est à double sens. Et en fait, enlever cette personne qui est un peu garante de cette culture quelque part, parce que, voilà, garante, ça ne veut pas dire que qu'on est responsable et qu'on le fait tout seul, mais ça veut dire qu'on fait attention, on détecte un peu les signaux, on essaye d'être vigilante sur cette culture qui est la nôtre, en fait. On se l'approprie enfin, moi en tout cas,
la culture de ma boîte, voilà, faut qu'elle soit aussi proche de moi que possible. Donc, je suis très vigilante sur les comportements qui dévient, sur les rituels qui sont très bons pour l'entreprise parce que je suis persuadée que ça apportera du bon. Voilà, et en fait, enlever cette personne, c'est oublier la culture de la boîte, quelque part. Est-ce qu'on a une autre et dernière petite question? Est-ce qu'on a 4 dernières questions? Oh, génial. Oh non, Emmanuel plus tard. Ça sera en dernier. Oui, hein? Déjà, c'était pas l'heure. Oui, monsieur, allez-y. Oui. Même si toi. Désolée, je parle pas fort, désolé. J'aurais une question. Donc, comment apporter du bien-être aux collaborateurs qui sont en full remote et en travail hybride aussi? Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Bon, moi, je suis Office Manager et People Experience, mais c'est en fait beaucoup de collaborateurs qui. Parce que moi, je suis Office Manager sur toute la partie France, mais il y en a beaucoup qui sont à Bordeaux, à Rennes, etc., et qui disent, mais comment on aimerait bien venir dans vos bureaux, mais on n'a pas de budget, etc. Donc, nous, en tant qu'office manager, comment apporter du coup du bien-être Je pense que ça sera plutôt à Angelica, plutôt sur la partie vraiment QVT, semaine QVT, etc., pour les personnes qui sont en full remote. Moi, j'ai envie de vous dire, souvent on me pose cette question, j'ai pas de budget. Ok. Mais déjà, est-ce que vous vous dites bonjour, merci, bravo? Des choses simples, hein, finalement, ça coûte pas cher, hein. Donc, je pense que c'est un état d'esprit, déjà d'une. Ensuite, on ne peut pas faire des miracles avec des budgets de queue de chandelle. Enfin, à un moment donné, il faut être réaliste. Si on a un endroit comme ça, enfin, à un moment donné, on est en plein cœur de Paris, on a investi. Enfin, je pense que l'entreprise, elle doit comprendre que si elle veut récolter, il y a une phase où il faut investir. Enfin, à un moment donné, on ne fait pas de miracle. On peut à chaque fois trouver des petites astuces, on peut en permanence être créatif, mais ça a des limites. Donc, si une entreprise veut vraiment impacter, avoir cette marque employeur véhiculée sur ce dispositif QVT qui va être aussi une façon d'attirer les talents, il ne faut pas se cacher. Si aujourd'hui un talent vient pour les mêmes postes dans 2 entreprises, il choisira là où il fait bon travailler. Donc, c'est un vrai pouvoir aussi d'attraction et de rétention. Donc, ça demande un petit peu d'investissement. Donc, ça veut dire que l'entreprise, quelque part, elle continue de faire miroiter qu'elle fait de la QVT ou du bien-être, mais finalement, elle va pas au bout de ses engagements. Et on reste vraiment dans les avancements cosmétiques. Exactement. Le monsieur avait une autre question derrière. Oui, on va un petit micro. Merci, Angèle. Merci. Moi, je m'appelle Gabriel, je suis kinésithérapeute et préventeur, notamment des TMS, avec un réseau que j'ai développé. La question que je me pose, c'est, vous qui êtes acteur dans le bien-être en entreprise, est-ce que vous quantifiez le bien-être? Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs pour objectiver vos actions à court, moyen, long terme? Ou alors, est-ce que vous vous arrêtez juste sur la subjectivité des collaborateurs qui disent content, pas content, entre 0 et 10? Est-ce que vous allez voir des indicateurs, alors je dis un peu tout n'importe quoi, mais l'absentéisme, le score de l'anxiété scientifiquement validé? Est-ce que vous avez une démarche rigoureuse scientifique ou est-ce que vous allez vraiment aller voir à l'instant T la satisfaction des collaborateurs? Je peux répondre là-dessus par rapport à 2 documents qui sont aujourd'hui juste obligatoires. C'est le document unique, DUERP, sur lesquels on se base sur les risques professionnels. Donc, c'est un document qui vous permet de relater un peu tout ce qu'il y a comme plan d'action à mener. Et grâce à ce document unique, on peut déployer tout le long de l'année le plan annuel de PAPRIPACT, sur lequel, du coup, l'entreprise va construire son programme annuel de toutes les actions qu'elle va mener. Et ces documents sont présentés en CSCT, en CSE, etc. Donc, voilà, l'entreprise se documente et en tout cas permet d'animer régulièrement les actions très, très ciblées. C'est vrai que ce que j'ai pu constater de manière générale, c'est souvent de la sensibilisation et moi, j'invite toujours les entreprises à passer à la pratique. Parce qu'il y a la phase effectivement d'information, d'en parler, de sensibiliser, ça c'est bien. Quand, par exemple, vous faites un test de personnalité, c'est bien de savoir à peu près comment je fonctionne. Mais est-ce que, pour autant, est-ce que j'ai eu un atelier qui m'a expliqué comment je peux reconnaître quelqu'un en face de moi, dans quelle couleur il est,
Est-ce que je vais pouvoir mieux communiquer avec cette personne? Si je n'ai pas pratiqué l'outil, bah ok, on m'a parlé d'un outil, on m'a peut-être expliqué à quoi il sert, mais je ne saurais pas m'en servir. Donc, je pense que c'est là le petit plus dans les entreprises, c'est si à travers ces rituels, parce qu'on va créer de la récurrence, on va créer des moments d'échange, mais c'est surtout qu'il faut faire les choses aux gens. Tant que vous ne les avez pas expérimentés, tant que vous avez pas vu qu'est-ce que ça peut vous apporter, bah pourquoi vous allez le garder en fait? Et moi, je vais rajouter, nous, c'est aussi par, OK, la cooptation, certes, mais quand on fait des events, qu'un collaborateur fait un event et qu'on voit que l'event est rempli, quand on voit le turnover, qui n'est pas si grand que ça, quand on voit les events à l'externe et qu'on voit le nombre de demandes, parce qu'on a plus de demandes pour recruter que de demandes en fait, là, c'est des indicateurs aussi. Et après, il y a tous les chiffres, les choses et tout ça. Mais l'humain, quand on voit les gens dans les endroits, que ce soit Bordeaux, Paris, Nantes, partout, ça, c'est un bon indicateur pour nous. Monsieur? Oui, bonjour, Louis Jonot, Greenflex, je suis directeur de l'expérience collaborateur. J'ai été Feel Good Manager depuis 2013, donc je me sens dans ma communauté. Moi, j'ai une question un peu d'ouverture. Pensez-vous qu'on peut avoir une école autour de l'expérience collaborateur? Et est-ce qu'on peut, ça rejoint un peu ce que vous disiez, Angèle, à savoir, est-ce qu'on peut débuter sa vie active en étant responsable de l'expérience collaborateur? Est-ce que vous avez entendu parler des math skills? Eh ben, c'est justement la réponse à votre question. C'est aujourd'hui, on a connu les hard skills en termes de connaissances techniques. On a beaucoup parlé des soft skills, les qualités d'être, les qualités humaines. Et maintenant, on va sur l'expérience de vie. Vous pouvez avoir 40 ou 50 ans et n'avoir jamais rien fait, métro, boulot, dodo. Et vous pouvez avoir 18 ans et être déjà parti à l'autre bout du monde en voilier, en découvrant des pays lointains et en ayant fait des actions solidaires. Et cette personne-là, elle aura une richesse infinie, multiculturelle, etc. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience, de parcours de vie. Voilà. Emmanuel? Ah, là, c'est... Je ne sais pas si tout le monde vous entend. Glassdoor. Je suis dans le recrutement. Voilà, des startups. J'ai pu observer en fait que Glassdoor a pris une place assez incroyable dans les services RH. Alors, il y a ceux qui le disent, ceux qui ne le disent pas, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les futurs collaborateurs regardent Glassdoor. Donc, je pose la question aux experts. Est-ce que vous avez senti ça de votre côté, que c'était lié de près ou de loin? Parce que c'est un marqueur très, très fort aujourd'hui. Et je peux vous le dire par expérience, j'ai perdu quelques candidats, alors que les boîtes étaient fabuleuses, parce que les commentaires étaient trop négatifs. On le fait encore, mais on a beaucoup utilisé Glassdoor, pardon, et on l'utilise encore. C'est un indicateur qu'on met en avant, même dans les tables rondes, dans les meet-up où on en parle, on le met en avant. Et les gens regardent, et même c'est comme c'est anonyme et que c'est pas. Enfin, tous les autres, voilà, je sais pas, ils doivent payer pour être en top du classement. Mais Glassdoor, ils mettent le truc et franchement, c'est pas mal. Il y a eu des applications, des outils qui ont été ouverts à l'époque. Je pense à Orco, qui avait un peu cet état d'esprit aussi de marquer, de pouvoir notifier les notes. Enfin, et donc, j'en parle dans ma formation de Glassdoor. Et moi, la première, quand j'avais vu une mission, elle était top, un cabinet de recrutement génial. Je suis allée sur le site, je dis ah ouais, bah peut-être non alors, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc clairement, les réseaux sociaux aujourd'hui, ces outils-là nous donnent le pouls en fait, et c'est vrai que ça peut faire beaucoup de mal. Donc c'est pour ça que on a parlé en l'occurrence, enfin on parle beaucoup de onboarding, mais on parle rarement du offboarding et qu'on oublie qu'un collaborateur qui quitte sa boîte, bah, c'est un super ambassadeur extérieur. Donc, si ça se passe mal, qu'il soit soigné, ce offboarding. Et nous, on parlait sur le côté alumni. Il y en a plein qui sont partis dans d'autres boîtes et qu'on essaie de faire venir pour des événements, pour prise de parole, etc. Et un truc tout con, quand vous allez dans une ville, vous regardez la fourchette ou quoi, si le resto est mal noté, vous n'allez pas y aller. Mais quelle énergie, Angèle, mais c'est incroyable. Oui, là. À 400 mètres, Angèle. Oui. Angèle, on gère l'after après, là. Oui, allez. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Merci à tous.
On aura un petit débrief, un replay sur oui, les réseaux d'Apitech. Eh ben super. Et je vous invite aussi. Je vous Merci invite à aller voir le rooftop et vous promener un petit peu dans les étages parce que c'est très cool aussi. Merci. Merci beaucoup.